Bonjour. Bonjour Claude. Merci d'avoir accepté l'invitation donc, du Club Actu Médiation, merci infiniment. Alors, vous êtes un ancien juge d'instance qui, à ce titre, donc, s'est retrouvé à un moment de votre vie donc, dans la fonction de juge départiteur. Alors, juge départiteur, pour les non-juristes, ce serait peut-être intéressant de préciser donc, la fonction, le rôle. Qu'est-ce que c'est un juge départiteur? Alors, le juge départiteur est un magistrat du tribunal de grande instance, Ouais. qui est désigné donc, en qualité de juge départiteur pour statuer lorsque les conseillers prud'homaux ne peuvent trouver une solution dans le cadre d'un litige. Ils se placent en situation de ce qu'on appelle un départage, et c'est le juge départiteur qui va donc intervenir pour faire le cinquième, le cinquième décideur, et qui va permettre de trancher le litige. Parce que l'une des particularités des conseils des prud'hommes, c'est d'avoir des formations qui statuent à 2 contre 2, à 4. C'est le seul exemple de notre système judiciaire, où on est à égalité. Et bon, le fait aussi que nous ayons des collèges, collège salarié, collège employeur, parfois arrive à des situations de blocage. C'est une situation qui amène à avoir un juge qui va départager, d'où le nom que vous indiquiez, de ce magistrat du tribunal de grande instance. Donc, le juge départiteur peut avoir un rôle au niveau de la médiation. Donc, est-ce que vous pouvez nous préciser comment ça se présente? Est-ce que c'est possible? Alors, le juge départiteur peut être prescripteur en matière de médiation, comme tout magistrat. Dès lors qu'il y a un litige et que la médiation peut trouver sa place, des solutions peuvent émerger avec ce mode de règlement des litiges. Alors, la médiation apparaît particulièrement intéressante en matière de droit social, en matière de conflits individuels de travail, comme la médiation peut avoir également sa place en cas de conflit collectif de travail. On peut rappeler d'ailleurs que des solutions prétoriennes dans les années 70 qui trouvaient leur place face à des conflits collectifs de travail ont pu amener à développer donc des réflexions sur la médiation en particulier, et en particulier donner lieu à la loi de 1995, le premier texte consacré à la place de la médiation, texte fondateur consacré à la place de la médiation. Alors, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, on ne peut pas bien évidemment envisager la médiation pour tous les types de dossiers. En revanche, la médiation apparaît particulièrement intéressante en matière de conflits individuels, dans le cadre de relations de travail, lorsqu'il s'agit de rétablir le dialogue, de rétablir l'écoute de l'autre, et de préserver les relations futures lorsque cela peut apparaître intéressant. Alors justement, est-ce qu'on est obligé d'arriver vers le système judiciaire, vers vous, magistrats, pour envisager en matière donc, de conflits individuels au travail, la médiation, est-ce qu'elle peut exister hors système judiciaire? La médiation conventionnelle par rapport à la médiation judiciaire, la médiation conventionnelle, c'est lorsque les parties choisissent, les parties, peut-on déjà parler parties, parce que bien souvent le litige n'est pas encore noué. En revanche, des difficultés peuvent apparaître dans des relations au quotidien. Je pense tout particulièrement au harcèlement moral. Le harcèlement moral qui est issu de situations dans lesquelles des tensions peuvent exister dans le cadre des relations de travail, tensions à l'origine de difficultés qui peuvent être des difficultés de santé, qui peuvent être également qui peuvent déboucher sur des atteintes à la dignité, sur des atteintes à l'avenir d'un salarié au sein de l'entreprise, et qui sont prévues par le Code du travail, l'employeur devant prendre toutes mesures nécessaires, pas seulement la médiation, mais également des mesures de formation, des mesures d'information. Néanmoins, la médiation peut permettre de rétablir un dialogue qui est rompu, qui parfois est à l'origine d'ailleurs d'un ressenti, de difficultés sérieuses qui vont compromettre la relation. Et n'étant pas décidé par une autorité judiciaire, on va parler de médiation conventionnelle,
hein, dans un cadre amiable entre deux parties qui peuvent être amenées à s'opposer. D'accord. Alors, pour revenir un tout petit peu sur la médiation judiciaire et notamment les personnes qui seraient donc victimes de harcèlement et qu'il faut peut-être rassurer, est-ce que le juge est dessaisi quand effectivement le dossier part en médiation? C'est important pour les victimes de savoir comment va se positionner le juge. En médiation judiciaire. En médiation judiciaire. Hein. Alors en médiation judiciaire, il faut savoir qu'il ne s'agit pas que la médiation ne consiste pas en une privatisation de la justice. Je dirais que le juge garde toujours la main. Hein. Très souvent, c'est lui qui va informer les parties sur le processus de médiation. Hein. Les parties donc, il est assistées par leur avocat. Le juge est là, il va informer. C'est lui qui va recueillir éventuellement l'assentiment, parce qu'il faut rappeler que la médiation, c'est quelque chose qui doit être volontaire. Hein. C'est bien de le rappeler. La médiation ne peut être envisagée de manière forcée. Hein. C'est le juge qui va informer donc, les parties sur le déroulement, c'est le juge qui va fixer les délais. Hein. Il faut rappeler que ce sont des délais qui sont prescrits, hein. En général 3 mois éventuellement renouvelables. Hein. L'intérêt de la médiation est aussi d'intervenir dans des délais relativement courts. Hein. C'est également le juge qui va désigner le médiateur, hein, qui va statuer sur les questions concernant la rémunération, hein, du médiateur, qui va également recueillir des observations du médiateur s'il y a des difficultés qui surviennent. Et au final, c'est le juge qui va éventuellement constater, hein, qu'un accord est intervenu et qui, cas échéant, pourra décider de l'homologation. Oui. Alors un mot, l'homologation, qu'est-ce que c'est concrètement? Donc pour les gens qui nous écoutent, une homologation. Une homologation va permettre d'entériner un choix de décision pris contradictoirement par les parties en présence, qui généralement pourront être assistés de leur avocat, afin de rédiger un accord qui pourra être donc homologué. Hein, toujours donc il vaut décision. Le juge restant garant des libertés et des droits fondamentaux, hein, et qui permettra d'avoir un regard éclairé sur la nature, hein, du fruit de ce travail de médiation, qui en aucun cas, bien évidemment, ne pourrait intervenir si l'une des parties voyait ses droits bafoués. Bien sûr. Donc, pour bien répondre aux interrogations fortes, et vous le comprenez bien que les gens ont là-dessus, quand on est dans une médiation judiciaire et que le juge homologue, est-ce que ça vaut décision de justice? Ça vaut décision, et surtout, je dirais que l'intérêt de la médiation est de régler des questions éventuelles d'exécution qui peuvent exister lorsqu'une décision est prise. Hein, je crois que c'est dans ce cadre-là qu'on peut dire que la médiation correspond à ce qu'est une justice moderne, qui va s'intéresser à la pacification des relations entre les parties, qui va également s'intéresser à l'exécution. Hein, quel est le devenir d'une décision de justice, hein, si elle n'est pas fondamentalement acceptée par les parties. Hein, c'est la raison pour laquelle la médiation est particulièrement adaptée, notamment lorsque les parties sont amenées, on peut résumer les choses en disant, amenées à continuer à travailler ensemble et à continuer à vivre ensemble. C'est le cas en matière familiale, mais c'est également le cas lorsqu'il s'agit de relations au sein d'une entreprise, hein, entre un salarié et son employeur, notamment dans le cadre de l'exécution, lorsque des litiges surviennent dans le cadre de l'exécution des contrats de travail, les gens vont continuer à avoir des relations. Un exemple, on va dire, de règlement d'heures supplémentaires. Hein, mais également lorsqu'il y a rupture du contrat de travail en matière de licenciement. Hein, parce que le licenciement fait des dégâts non seulement sur un plan économique, mais souvent également sur un plan plus psychologique. Hein, quelle est la situation et le ressenti d'un salarié qui voit mettre fin à une relation de travail lorsqu'il était dans l'entreprise depuis de très nombreuses années. Hein, quel problème également lorsqu'il y aura nécessité de nouveau de se croiser, de se rencontrer. La médiation permet de dégager une décision communément conçue et par la même qui pourra être acceptée, qui pourra être comprise. Alors, pour finir, je vais vous poser une question qui pourrait faire sourire, parce que nous sommes en campagne, nous votons dimanche. Si vous aviez la possibilité d'émettre une suggestion, une proposition, une recommandation sur l'avenir de la médiation au futur président de la République, qu'est-ce que vous
pourriez lui dire? Une question d'actualité, alors des recommandations, des propositions. Nombre de recommandations et de propositions sont faites, en particulier par les médiateurs, par des gens qui ont à connaître de ces questions, de ces modes de règlement des litiges. Néanmoins, je crois que ce qu'on peut rappeler, c'est l'intérêt de la médiation comme étant un moyen de pacifier les relations et d'écouter. Et souvent, on peut dire que la politique ou le politique va permettre d'arbitrer, c'est-à-dire de trancher une question, dire de manière un petit peu simple, de couper la poire en deux. La médiation permet de faire émerger, de la part des personnes concernées, de faire émerger des solutions possibles. Permet aussi de s'écouter. En réalité, c'est une façon de pacifier aussi les relations, d'écouter les personnes concernées, de pouvoir aller un petit peu plus loin que la seule question qui émerge ou qui peut paraître émerger et permet en réalité de continuer à travailler ensemble. Et qu'est-ce que diriger un pays si ce n'est de permettre aux gens de travailler ensemble pour le bien commun? Merci Alain Leroy. Merci Claude.